Bas Moyen-Âge, Saint-Empire romain germanique, principauté épiscopale de Sion, année 1298. Le prince-évêque de Sion, Boniface de Challant, inspiré par sa famille et dans le cadre d'un vaste projet de renforcement des fortifications de la ville, décide de construire un château sur la colline de Tourbillon. Malheureusement, il n'aura pas la chance de voir l'achèvement de son œuvre car il décède 10 ans plus tard, en 1307. Son frère et successeur Aimon de Châtillon en achèvera la construction durant son règne. Le château, devenu un important centre du pouvoir en Valais, sera assiégé et pris à de multiples reprises. Les tensions entre la population sédunoise et l'autorité épiscopale augmentent progressivement. Les révoltes sont réprimées et sévèrement punies, exacerbant le ressentiment populaire envers le pouvoir. Cet épisode culmine en 1417 par une révolte populaire telle que le château de Tourbillon sera mis à sac et brûlé par la population. S'en suivront les châteaux régionaux voisins, le château de Montorge et le château de la Soie. Le château de Tourbillon est si gravement endommagé qu'il reste inutilisable jusqu'à sa reconstruction complète en 1440, soit plus de 20 ans plus tard. Il résiste sous cette forme à plusieurs confirmés entre le XVe et le XVIe siècle. Après cette période, il perd progressivement de son utilité. D'abord utilisé uniquement comme tour de garde pour avertir les châteaux environnants, jusqu'à son abandon total par les évêques au XVIIIe siècle à cause de son accès difficile. Un important incendie éclate dans la ville de Sion, proche de la cathédrale locale. Le feu se propage rapidement, emportant avec lui une grande partie de la ville. Bien que perché loin sur sa colline, les vents violents emportent les braises jusqu'au château, qui s'embrase de nouveau. Le dédale de flammes emporte mobilier, plancher, et même les portraits de tous les évêques de Sion restés affichés. Lorsque l'incendie s'éteint enfin, la ville est si durement touchée que l'évêché n'a le choix que de faire des concessions dans l'utilisation de ses fonds. Il commencera par la reconstruction du château de la Margerie, repoussant celle du château de Tourbillon. Cette reconstruction sera repoussée à plus tard, puis à jamais. Les divers travaux entrepris dès lors ne le seront donc plus que pour des raisons de sécurité ou de conservation du patrimoine. Voilà. J'espère que cette partie un peu plus historique de la vidéo vous a plu. Je vais maintenant passer à une partie un petit peu plus technique sur la construction du Lego. On peut apercevoir sur ce Lego les différentes parties du château. La tour de garde et les quartiers de la garnison, l'entrée, la tour de défense, le donjon, le palais, la citerne du château, l'emplacement d'une ancienne tour romaine, la chapelle chrétienne, la sacristie. Donc j'ai commencé par me renseigner sur le château et on tombe assez facilement dès le début sur la page Wikipédia du château avec différents éléments dont un plan 2D avec la position au sol des différents bâtiments. Ici la manière dont je vois la chose c'est d'abord de positionner les différentes murailles avec les différents angles pour ensuite venir déposer le relief en dessous. Donc ça va vraiment pas être facile pour garder des points d'accroche pour les murailles sur un relief qui sera en 3D et en plus avec un angle. Donc j'ai décalqué plus ou moins à l'échelle au maximum que j'ai pu les différents bâtiments, principalement les murailles. Une fois que j'ai fait ça, j'ai commencé à faire le relief en dessous. Alors le relief par contre c'était un petit peu plus compliqué parce que j'ai certaines petites informations sur le relief, mais ça reste quand même somme toute sommaire. J'ai essayé de faire au mieux par rapport à comment je connais le château, les différentes photos que j'avais, les photos de Google Maps, où on peut le voir en 3D aussi. Une fois que j'ai fait toute une partie de relief, je me suis rendu compte que ça donnait pas assez bien. Le relief, il semblait un petit peu pâle. En réalité, il prend un petit peu plus de place. Donc je l'ai refait et je lui ai donné vraiment une profondeur beaucoup plus forte pour le faire ressortir au maximum. Ensuite, une fois que j'ai fini de m'occuper d'avoir positionné un peu la base, d'avoir ajouté un petit peu de relief, j'ai commencé à m'occuper du donjon et des quartiers de l'évêque. Donc ça m'a pris aussi pas mal de temps, étant donné que c'est le bâtiment principal du château. Il y a toute une certaine dynamique à apporter, et on se retrouve quand même sur un diorama qui est très petit, et malheureusement, il y a pas mal de détails qu'on va pas vraiment pouvoir venir rapporter là-dessus, notamment les fenêtres, qui en vrai sont minuscules par rapport à la taille du bâtiment. Là, les blocs même de 1 stud de haut, ça reste quand même très grand par rapport à la réalité des faits. Donc j'ai essayé de les repositionner et de refaire au plus proche. Malheureusement, ça reste quand même pas à l'échelle, quoi. Ensuite, une fois que j'avais le donjon et que j'avais la position assez bonne des murailles au sol, j'ai commencé à faire les murailles dans la hauteur. À savoir qu'une des premières idées que j'avais pour donner un peu cet aspect de vieux mur avec des vieilles pierres, c'était de mettre des petites briques de 2 couleurs différentes, un gris un petit peu plus clair et un gris un petit peu plus foncé.
C'est ce que j'ai essayé de faire, ça a pris beaucoup de temps pour réussir à garder une certaine structure, et je suis parti sur cette idée jusqu'à la fin, jusqu'à ce que j'ai fini vraiment toutes les murailles, le donjon, et c'est pour ça que je me retrouve avec un château qui donne un effet un petit peu dalmatien. À savoir que, premièrement, moi je le trouvais quand même assez joli, mais je l'ai montré à 2-3 personnes déjà à ce moment-là, et on m'a vraiment fait ressortir que c'était pas ce qu'ils préféraient. Alors je suis revenu un petit peu en arrière sur ma méthode de pensée, et finalement j'ai gardé une couleur sur le gris un petit peu plus foncé. Malgré tout, le travail que j'ai fait, il reste quand même visible par la démarcation des différents blocs, donc il est quand même pas perdu. Par contre, on perd un peu tout ce travail sur les couleurs que j'ai fait, qui est un petit peu dommage. Je pense que ça aurait pu beaucoup mieux donner si on pouvait avoir des grilles en Lego qui se rapprochaient un petit peu plus. Voilà. Malgré tout, je trouve que ça donne quand même très très bien. Voilà, petite chose à préciser aussi sur la construction de ce château, c'est que le château actuellement, il est partiellement détruit. Comme expliqué dans la première partie, en fait, il a subi un énorme incendie et il n'a plus été reconstruit depuis. Néanmoins, j'avais l'envie de refaire en Lego le château dans toute sa splendeur, tel qu'il est censé donner au plus beau de son époque. Donc je me suis basé sur des éléments historiques, donc même quand je le montre à certaines personnes, mis à part si je le montrais à un historien qui a l'habitude de ce château, il y a peu de chances que les gens le reconnaissent du premier coup d'œil. Et c'est là que j'ai commencé à travailler sur les détails, à me dire, on voit sur les visuels 3D actuels qu'il y a des arbres, je ne sais pas pourquoi il n'y en aurait pas eu à cette époque, de me dire que je pouvais mettre 2-3 petites pastilles pour donner l'impression que le château il est habité. J'ai créé des gardes avec ces sortes de petits gâteaux gris pour donner cette vie au château, j'ai créé un petit cheval devant, j'ai rajouté un petit peu de verdure à gauche à droite, j'ai aussi rajouté des petits chemins pour les personnes, j'ai changé le carreau de l'église pour qu'on comprenne au premier coup d'œil, si on est un petit peu attentif, que c'est une église. Et après avoir rajouté tous ces éléments, là quand je l'ai remontré, là ça a vraiment fait l'effet. Et je me suis dit, c'est fou comme tu peux travailler super longtemps sur un modèle, quand tu vas le montrer, ça va vraiment être le petit détail de fin qui te prend vraiment pas beaucoup de temps à faire, mais c'est celui-là qui donne vraiment tout le charme. Tu peux mettre tout le travail que tu veux à dégrossir ton objet, à faire vraiment la base, si tu prends pas le temps de faire la finition, pour quelqu'un qui a pas tellement l'habitude de manier ce genre d'objet, il va pas le ressentir comme toi tu le ressens. Voilà, donc maintenant on a les visuels en 3D, j'ai qu'une envie, moi, c'est de le faire en physique. Malgré tout, il y a quand même un certain nombre de pièces à commander pour pouvoir le faire, c'est un Lego qui est beaucoup plus grand que le premier que j'avais fait, mais je vais le faire, je vais commander les pièces gentiment, et je vais le refaire à la maison, parce qu'après avoir travaillé sur un gros élément comme ça, j'ai vraiment envie de le retrouver entre mes mains et de pouvoir l'afficher dans mon salon ou que sais-je, même ici dans le décor, peu importe. Donc je me réjouis de commander les pièces et de le monter, je pense que j'en ferai une nouvelle vidéo à ce moment-là. Et du coup, on y est, c'est là que s'achève cette vidéo sur le château de Tourbillon. Ça a été un projet extraordinaire que j'ai beaucoup apprécié faire. Je me suis lancé un peu dans cette aventure dans le but de tester un peu mes capacités à travailler sur des mocks un peu historiques. J'en ai beaucoup en tête, j'ai beaucoup d'idées dans ce concept-là. J'aimerais bien avoir un peu votre retour. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé, la première partie, la deuxième partie, dites-moi si vous pensez que ce concept il est bien. Je vous laisse avec ça et on se revoit de toute façon très bientôt pour une autre vidéo ou un autre short. Allez. Cette vidéo est maintenant terminée. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne pas louper la sortie du montage du château de Tourbillon. On se retrouve à la prochaine. Ciao. Pourquoi je fais ciao ?